Cette connexion ne fonctionne pas. Vous analysez les incompatibilités. Vous cataloguez les erreurs passées. Vous construisez un dossier mental intitulé « Preuve que cela ne peut pas fonctionner ». Et vous le consultez régulièrement pour vous rappeler pourquoi vous avez bien fait d'y mettre fin. Le problème, c'est que l'attraction ne lit pas les dossiers. L'attraction opère en dessous du niveau de la rationalité. Pas parce qu'elle est irrationnelle dans le sens négatif du terme, pas parce qu'elle est aveugle ou stupide, mais parce qu'elle répond à des informations que votre intellect conscient ne traite pas. Elle répond à des fréquences, à des résonances, à des patterns que votre corps et votre inconscient enregistrent avec une précision que votre esprit analytique ne peut pas tout à fait reproduire. Vous pouvez avoir raison sur tous les points de votre argumentation. Et la connexion peut quand même survivre à tous ces arguments. Parce qu'elle n'est pas un argument, elle est une réalité. La troisième tentative de fuite, le remplacement. Vous trouvez quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, souvent délibérément différent, comme pour prouver quelque chose, comme pour démontrer que vous avez évolué, que vos goûts ont changé, que vous ne cherchez plus ce que vous cherchiez. Et peut-être que cela fonctionne. Peut-être que cette nouvelle connexion est authentique, belle, enrichissante à sa façon. Les choses ne sont pas binaires. Aimer quelqu'un d'autre n'est pas une trahison de qui vous êtes vraiment. Et une connexion authentique reste authentique même si elle n'est pas la connexion qui vous a le plus marqué. Mais souvent, trop souvent, le remplacement est une distraction. Et une distraction a une durée de vie limitée. Elle peut être longue, elle peut être confortable. Mais à un moment donné, dans les moments de plus grande intimité ou de plus grande solitude, quelque chose revient à la surface. Une comparaison involontaire. Une réaction physique à un parfum, à une façon de rire, à une phrase prononcée d'une certaine façon. Un rêve qui ne vous demande pas la permission pour faire remonter ce que vous avez essayé d'enfouir. Il y a une dimension de tout ceci que Jung, en homme de son époque, mais aussi en homme profondément curieux des connexions entre psyché et corps, a effleuré et que la recherche contemporaine a considérablement approfondi. Le corps garde la mémoire, pas métaphoriquement, littéralement. Les connexions profondes, les connexions qui nous touchent à un niveau archaïque, qui activent nos archétypes les plus fondamentaux, qui réveillent des parties de nous que nous n'avions pas encore conscientisées. Ces connexions laissent des traces physiologiques. Le système nerveux enregistre. Le corps mémorise. Les sensations associées à une personne particulière. Le timbre de sa voix, l'énergie de sa présence, la façon dont l'atmosphère d'une pièce changeait légèrement quand elle y entrait, tout cela est stocké dans des couches de mémoire qui ne sont pas accessibles à la volonté consciente. C'est pour ça que certaines odeurs déclenchent des émotions que vous n'attendiez pas. Que certaines chansons vous ramènent instantanément dans un moment que vous croyiez avoir digéré. Que certains paysages, certaines lumières de fin d'après-midi, certaines textures de ciel vous donnent un sentiment de nostalgie qui n'a pas tout à fait de nom. Le corps sait des choses que l'esprit n'a pas encore formulées. Et quand la connexion est profonde, quand elle a atteint ces couches-là, le corps ne l'oublie pas simplement parce que l'esprit a décidé d'avancer. Jung l'aurait dit ainsi. La psyché n'est pas séparable du corps. L'inconscient ne vit pas uniquement dans la tête. Il vit dans les cellules, dans les réflexes, dans ces réponses automatiques que vous n'aviez pas décidées et que vous n'arrivez pas à expliquer. Et c'est pourquoi la résistance purement mentale, la décision intellectuelle de ne plus ressentir quelque chose, a ses limites. Vous ne pouvez pas décider de ne plus ressentir. Vous pouvez décider de comment vous répondez à ce que vous ressentez. Vous pouvez décider de ce que vous faites de ces sensations. Vous pouvez apprendre à les traverser sans en être gouverné. Mais les nier complètement, les effacer par décret intérieur. L'expérience humaine universelle suggère que ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Et Jung, en observateur scrupuleux de cette expérience humaine,
était le premier à le reconnaître. Il faut maintenant aborder quelque chose d'important. Quelque chose que cette conversation nécessite dans un souci d'honnêteté totale. Il existe une ligne, parfois fine, parfois évidente selon les cas, entre une connexion destinée et une dépendance émotionnelle. Et Jung insisterait pour que nous ne confondions pas les deux. La connexion destinée vous grandit. Elle vous révèle à vous-même. Elle vous pousse vers plus de vous-même, vers plus d'honnêteté, plus de courage, plus d'intégration. Même quand elle est douloureuse, la douleur a une qualité productive. La douleur qui enseigne quelque chose. La dépendance émotionnelle, elle, vous diminue. Elle fonctionne sur le mode de la pénurie. Elle vous fait croire que vous ne pouvez pas exister pleinement sans l'autre. Elle transforme l'autre en condition préalable à votre propre bien-être, à votre propre sécurité, à votre propre existence significative. La question à se poser honnêtement, et c'est une question difficile qui mérite une réponse honnête, est celle-ci. Est-ce que cette connexion me rend plus moi-même ou moins moi-même? Est-ce que la pensée de cette personne m'ouvre quelque chose ou m'enferme? Est-ce que l'attraction que je ressens me pousse vers ma propre croissance ou me maintient dans un état de suspension, dans l'attente que quelque chose d'externe vienne résoudre ce que seul mon travail intérieur peut résoudre? Ces questions ne sont pas des jugements, elles sont des boussoles. Jung avait un avertissement précis sur ce point. Il disait que l'une des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses que font les êtres humains dans les relations est de projeter sur l'autre la responsabilité de leur propre complétude. Nous cherchons dans l'autre ce que nous n'avons pas encore trouvé en nous. Nous lui demandons de remplir un vide qu'il n'a ni la capacité ni la mission de remplir. Et quand il n'y arrive pas, parce qu'aucun être humain ne peut véritablement remplir le vide d'un autre, nous le tenons responsable de notre malheur. La connexion destinée n'est pas celle qui vous complète, parce que vous êtes incomplet. C'est celle qui vous rencontre dans votre propre complétude, même imparfaite, même en cours de construction, et qui enrichit ce que vous êtes déjà. C'est une différence fondamentale. Et elle change tout dans la façon dont vous vivez la relation et dont vous survivez à sa possible absence temporaire. Parlons maintenant des retours, parce qu'ils se produisent. Peut-être pas toujours de la façon qu'on attendait, peut-être pas toujours au moment qu'on avait imaginé, mais ils se produisent dans toutes leurs formes, attendues et inattendues, visibles et invisibles. Vous recevez un message après 6 mois de silence complet. Juste « Comment tu vas ?» 3 mots qui semblent anodins et qui ne le sont pas du tout, que vous lisez et relisez 10 fois en vous demandant ce qu'ils signifient vraiment, ce qui les a déclenchés, ce que la personne espère en les envoyant. Ou vous vous retrouvez face à face dans un endroit que ni l'un ni l'autre n'aviez prévu de visiter ce jour-là. Et pendant les 5 premières secondes, avant que la politesse reprenne ses droits, avant que le sourire habituel soit recalibré, vous voyez quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui dit « Oui, moi aussi ». Tout ce temps. Ces retours, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils mènent à une continuation ou simplement à une clarification, Jung les aurait vus comme des confirmations d'une réalité qui n'avait pas disparu, comme des preuves que la connexion, bien qu'elle ait changé de forme, n'avait pas cessé d'exister dans les profondeurs. Mais voici ce que Jung dirait aussi sur les retours. Un retour n'est beau et fécond que s'il se produit entre 2 personnes qui ont chacune fait leur chemin dans l'intervalle. Un retour entre 2 personnes identiques à ce qu'elles étaient, n'ayant ni l'un ni l'autre grandi, n'ayant ni l'un ni l'autre regardé honnêtement ce qui avait provoqué la séparation, et condamnés à rejouer les mêmes scénarios, avec les mêmes frictions, les mêmes malentendus, les mêmes douleurs. Parce que ce qui a mené à la séparation n'a pas été résolu. Il a été simplement mis en pause. Le retour authentique, le retour qui a une chance de construire quelque chose de différent, se produit quand au moins l'un des deux, et idéalement les deux, a utilisé le temps de la séparation pour se rencontrer lui-même plus honnêtement.
pour identifier ses patterns, pour intégrer des aspects de lui-même qu'il projetait auparavant sur l'autre. Ce retour-là n'est pas un recommencement, c'est une continuation, à un niveau plus profond, avec plus de ressources, avec les yeux plus ouverts. Il y a une compétence psychologique que Jung valorisait énormément et que notre culture rationnelle et orientée vers le contrôle tend à sous-estimer. La compétence de faire confiance à ce que l'on ne peut pas voir. Pas la foi aveugle, pas la naïveté, pas le refus de regarder la réalité en face, mais la capacité à reconnaître que certaines réalités importantes de la vie humaine opèrent dans des dimensions qui ne sont pas entièrement saisissables par l'intellect conscient. Que certaines forces, les forces qui nous relient les uns aux autres, qui orientent notre vie vers certaines rencontres plutôt que d'autres, qui créent les synchronicités qui nous surprennent, que ces forces méritent d'être prises au sérieux, même quand elles ne se laissent pas mesurer ou contrôler. Pour les connexions profondes, cette confiance prend une forme particulièrement exigeante. Elle demande de croire que ce qui est authentique ne disparaît pas simplement parce qu'on ne le voit pas, que ce qui est réel survit aux absences et au silence, que le temps, même quand il est long, même quand il est difficile à traverser, ne dissout pas les connexions qui sont fondées sur quelque chose de plus profond que les circonstances. Il y a une phrase que Jung n'a pas dite, mais qui capture l'esprit de sa pensée, que j'aime beaucoup. On résiste rarement à ce qu'on reconnaît vraiment. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous éprouvez cette reconnaissance, cette sensation inexplicable d'avoir déjà connu cette personne, de savoir déjà comment elle pense, de reconnaître quelque chose de fondamentalement familier dans sa façon d'être, la résistance que vous pourriez construire ensuite est toujours un peu artificielle, parce qu'elle va contre quelque chose que vous avez déjà vu, que vous avez déjà su, que votre âme a enregistré avant que votre ego ait eu le temps d'intervenir. Et cette connaissance-là, cette reconnaissance primordiale, est extrêmement difficile à démentir sur la durée. Elle attend. Elle est patiente. Elle fait confiance, autant d'une façon que nous n'arrivons généralement pas à imiter. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire. Concrètement. Pratiquement. Parce que cette vidéo n'est pas seulement une invitation à la contemplation philosophique, elle est aussi, j'espère, une invitation à l'action intérieure. Et la première action intérieure que Jung recommanderait est celle-ci. Cessez de vous demander si l'autre va revenir. Et commencez à vous demander, qui suis-je en train de devenir pendant ce temps-là? Cette question change tout. Elle vous retire de la passivité de l'attente et vous place dans la dignité de la construction. Elle vous rappelle que le temps qui vous sépare, quel qu'il soit, n'est pas du temps perdu. C'est du temps disponible pour un travail qui ne peut se faire qu'en vous, pour des prises de conscience qui ne peuvent venir que de vous, pour une croissance qui ne peut être accomplie que par vous. Jung avait un terme pour ce processus, l'individuation. C'est le voyage vers la totalité de soi-même. Le voyage par lequel nous cessons d'être une collection de fragments, une persona publique par-ci, un complexe refoulé par-là, une ombre ignorée ici, des désirs niés là, et commençons à devenir quelque chose de plus cohérent, quelque chose de plus entier. L'individuation n'est pas un état d'arrivée. Ce n'est pas un sommet qu'on atteint et depuis lequel on contemple sereinement les plaines de sa propre perfection accomplie. C'est un mouvement continu vers plus de conscience, plus d'honnêteté, plus d'intégration. Et ce mouvement change la qualité de tout ce que vous vivez. Il change la qualité de vos perceptions, de vos relations, de vos choix. Il change, notamment, la qualité de ce que vous pouvez offrir dans une relation. Parce que quelqu'un qui est en chemin vers sa propre totalité n'a plus besoin de l'autre de la même façon. Il ne cherche plus à combler un vide. Il n'est plus en mode pénurie. Il peut se tenir dans la connexion à partir d'un endroit de plénitude relative. Pas de perfection, mais de plénitude relative. Et c'est ce changement de posture, ce passage de la demande anxieuse à l'offre généreuse, qui transforme fondamentalement ce qu'une connexion peut devenir.
La deuxième action concrète, travailler sur ces patterns de relations. Pas théoriquement, pas en lisant des livres sur le sujet. Les livres sont utiles, mais ils ne suffisent pas. Mais en observant, honnêtement et courageusement, les patterns qui se répètent dans vos relations. Quelles sont les dynamiques qui se rejouent invariablement? Quel rôle vous retrouvez-vous à jouer dans différentes relations, avec différentes personnes, mais selon des scripts étrangement similaires? Y a-t-il un pattern où vous donnez davantage que vous ne recevez? Un pattern où vous fuyez dès que la connexion devient trop réelle? Un pattern où vous attendez que l'autre fasse le premier pas, toujours, systématiquement, au risque de rater quelque chose d'important? Ces patterns sont des messages de l'inconscient. Ils ne sont pas des défauts de caractère. Ils sont des adaptations, des stratégies développées à un moment de votre vie pour survivre à des situations difficiles. Et ils ont fonctionné, autrefois. Mais ils coûtent peut-être très cher aujourd'hui. Les reconnaître ne les efface pas immédiatement. Mais les reconnaître est la condition préalable à tout changement. La troisième action. Apprendre à vous tenir dans l'incertitude. C'est peut-être la compétence la plus difficile de toutes pour les êtres humains modernes, élevés dans des cultures qui valorisent le contrôle, la certitude, la capacité à planifier et à prédire. Il y a des choses dans la vie, et les connexions profondes en font partie, qui ne peuvent pas être contrôlées, qui ne peuvent pas être planifiées, qui ne peuvent pas être garanties. Et apprendre à se tenir dans cette incertitude sans s'effondrer, sans se fermer prématurément, sans chercher à forcer un résultat avant que les conditions soient mûres, c'est une forme de maturité psychologique que Jung associait directement à la progression dans l'individuation. L'incertitude n'est pas un ennemi. C'est l'espace dans lequel les choses authentiques ont la possibilité de se développer. Les choses forcées, contrôlées, planifiées, ont souvent une qualité plastique, artificielle, fragile. Les choses qui émergent dans l'espace de l'incertitude assumée ont une densité différente, une authenticité différente. Elles ressemblent à des choses vivantes plutôt qu'à des constructions. Il y a une dernière chose que je veux partager avec vous avant de conclure. Ce que deux personnes destinées l'une à l'autre construisent, quand elles se retrouvent, finalement, quand la résistance cède, quand le travail intérieur a été fait au moins partiellement, ce qu'elles construisent est qualitativement différent de ce que construisent deux personnes dont la connexion est fondée sur des besoins de surface. Ce n'est pas plus parfait dans le sens conventionnel du terme. Ce n'est pas exemple de conflits, de malentendus, de journées difficiles, de moments où l'on se demande si l'on a fait les bons choix. La vie ne ressemble jamais au film, même pour les âmes les mieux assorties. Mais ce que deux personnes destinées construisent a une qualité fondamentale que les connexions de surface n'ont pas. C'est une connexion fondée sur la vérité de qui elles sont réellement, pas qui elles prétendent être. Pas qui elles pensent qu'elles devraient être, pas qui les autres attendent qu'elles soient, mais qui elles sont, dans leur complexité la plus honnête, dans leur lumière et dans leur ombre. Et une connexion fondée sur cette vérité-là a une résilience particulière. Elle peut être ébranlée, elle peut être mise à l'épreuve, elle peut traverser des tempêtes qui feraient s'effondrer des structures construites sur des fondations moins profondes. Mais elle tient. Parce qu'elle est fondée sur quelque chose de réel. Et le réel, le vrai réel, pas l'apparence de réel, ne se laisse pas effacer facilement. Jung avait une vision de l'amour qui était moins romantique que celle de la poésie et plus profonde que celle de la biologie. Il voyait l'amour comme un processus de transformation mutuelle. Deux âmes qui se rencontrent et qui, par cette rencontre, deviennent chacune plus complète qu'elle ne l'était avant. Pas parce que l'autre vous complète dans le sens d'une pièce manquante. Cette métaphore implique que vous étiez incomplet, et Jung refuserait cela. Mais parce que l'autre vous révèle à vous-même, vous montre des aspects de votre propre nature que vous n'auriez peut-être jamais vus sans lui, vous donne accès à des profondeurs que vous n'auriez peut-être jamais explorées sans la gravitation de sa présence. C'est ça, la connexion destinée. Ce n'est pas l'autre moitié de vous,
C'est le miroir qui vous montre votre entièreté. Et une fois qu'on a vu son reflet dans ce miroir-là, une fois qu'on a reconnu sa propre profondeur dans le regard de l'autre, il est extrêmement difficile de se contenter de moins. Il est extrêmement difficile de faire semblant de ne pas avoir vu ce qu'on a vu. Et c'est pour ça, finalement, fondamentalement, que deux personnes destinées l'une à l'autre ne peuvent pas se résister longtemps. Pas parce que leur volonté est faible, mais parce que leur vérité est forte. Permettez-moi de terminer par une image. Imaginez deux aimants. Vous pouvez les séparer. Vous pouvez les mettre dans des tiroirs différents, dans des pièces différentes, dans des maisons différentes. Il reste deux aimants. La séparation ne change pas leur nature fondamentale. Et si un jour les circonstances les rapprochent, si la vie, avec son intelligence propre, crée les conditions d'une proximité, leur nature fait le reste, sans effort, sans décision consciente, sans qu'ils aient à se convaincre de quoi que ce soit. Ils s'orientent l'un vers l'autre. Naturellement, inévitablement, parce que c'est ce qu'ils sont. Jung dirait que certaines âmes humaines fonctionnent comme ça. Pas toutes, pas la plupart, mais certaines. Des âmes qui ont été configurées. Par quoi exactement? Jung laissait humblement cette question partiellement ouverte pour se reconnaître mutuellement et se transformer mutuellement. Et pour ces âmes-là, la résistance est toujours temporaire. Elle peut être longue, elle peut être douloureuse, elle peut ressembler à une séparation définitive pendant des mois, pendant des années. Mais en dessous, dans les profondeurs de l'inconscient, dans ces couches de la psyché, que ni le temps, ni la distance, ni les bonnes résolutions ne peuvent véritablement atteindre, quelque chose attend, patiemment, silencieusement, avec une confiance tranquille dans le processus. Et ce quelque chose, cette force d'attraction, cette gravitation d'âme, cette réalité psychique que Jung a passé sa vie à nommer et à honorer, cette chose-là ne se laisse pas effacer. Elle attend son kairos, son moment juste. Et quand ce moment arrive, sous quelque forme qu'il prenne, dans quelque circonstance que ce soit, elle n'a pas besoin de forcer. Elle n'a pas besoin de convaincre. Elle n'a pas besoin de plaider sa cause. Elle est simplement là, évidente, incontournable, réelle. Et vous savez, dans votre corps, dans votre âme, dans cet endroit en vous qui n'a jamais vraiment oublié, vous savez que vous aviez raison depuis le début, que c'était réel, que ça l'est encore. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous ce soir, partagez-la avec quelqu'un qui traverse ce genre de questionnement. Laissez un commentaire. Dites-moi, avez-vous vécu cette résistance impossible? Et qu'est-ce qui a finalement cédé en premier? La distance, le temps ou vous-même? Je lis tout. Prenez soin de vous. À bientôt.